Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Oui, sur Radio Espace, également sur nos radios partenaires, entre autres du côté de Mamou, vous nous suivez là sur Fraternité FM. Vous le regardez également à la télévision. On en vient à cette autre information. Bolloré condamné, qui plaide coupable plutôt, mon cher ami Jacques Léwaléno. Le temps pour la régie et Mohamed Dabi de préparer l'élément. On a appris ça ce week-end aussi. On a appris ça ce week-end. C'est ça la lutte contre la corruption. Nous étions là à un moment, il n'y a pas longtemps, avec le cas BSGR, que nous avons pardonné ici parce que nous avons trouvé un accord, mais les Suisses ont quand même dit qu'on va poursuivre, et ils ont poursuivi jusqu'à arriver à la condamnation. Avec Bolloré, ce qui se passe, c'est que il fait un peu dans la corruption, la corruption d'agents publics. Il a fait des coupables. Partout il a, n'est-ce pas, ses affaires, parce que c'est quand même une dizaine de ports qu'il contrôle sur le continent, généralement dans les pays francophones. Donc il y a le Cameroun, la Guinée, le Togo, en Côte d'Ivoire. Partout où il a des affaires, il utilise quand même certaines manœuvres qui consistent à obtenir des faveurs, notamment au point de vue taxes, et parfois même prendre des marchés au détriment d'autres personnes qui étaient déjà sur le terrain. Par exemple, pour le cas de la Guinée, c'est Jetma qui gérait, n'est-ce pas, le port à conteneurs ici jusqu'en 2010, et puisqu'il a soutenu la candidature du président, il s'est occupé notamment de la campagne avec sa filiale Havas. Donc juste après l'élection du président Alpha Condé, automatiquement on a pris un décret pour demander à Jetma de débarrasser le plancher. Aujourd'hui, donc, il gère le port à conteneurs ici. C'est la même chose qui s'est passé donc en 2020 à Lomé, où Fournia Singbe demandait le renouvellement de mandat au-delà de tout ce que bon démocrate pouvait espérer. Et puis, il a agi encore dans la communication. Il a obtenu des faveurs au niveau, n'est-ce pas, du port de Lomé. La plainte qui le visait, donc, c'était donc pour corruption, et donc pour éviter que le procès ne puisse davantage prendre du temps. Il plaide coupable, mais ce qu'il espérait derrière, parce qu'il allait payer, je crois, 37 000 euros pour à la fois plaider coupable, mais derrière qu'il ne soit pas condamné, pour que son casier judiciaire soit vide. Donc la réaction du parquet, je crois, du parquet financier, c'est de dire oui, vous pouvez plaider coupable, il n'y a aucun problème, mais il a été renvoyé donc au correctionnel, pour que la procédure puisse, n'est-ce pas, continuer. Et c'est ce que j'ai dit, c'est la lutte contre la corruption. Il y a une pratique, il y en a qui sont victimes. Ça ne s'est pas passé en France, mais puisqu'il est français et que les gens sont dans la moralisation un peu des affaires, on essaye, n'est-ce pas, de poursuivre les gens, même au-delà, n'est-ce pas, de leurs frontières. En tout cas, pour des actes commis, même au-delà de leurs frontières. Ouais. Je pense que c'est une décision qu'il faut bien comprendre là, que nous, pays africains qui recevons ce genre de marché où nous nous contentons du peu, parce que ceux qui l'auraient dû payer, ce n'est pas ce qu'ils payent, et ils payent une petite partie, en réalité, parce que derrière, il y a des agents publics, des gens qui travaillent dans la fonction publique, ou même au cœur de l'État, ils sont présidents, ils sont ministres, qui ont reçu, n'est-ce pas, le gros du marché, en tout cas le gros de l'investissement, et qui est allé notamment dans leur poche ou pour gérer leurs affaires personnelles. Je crois que la lutte contre la corruption, c'est bien cela. Ce sont des très belles leçons qu'on est en train de nous donner ailleurs. La Suisse et puis la France, pour ce cas-ci, essaye de nous dire, si vous acceptez que des personnes qui ont des nationalités françaises ou suisses aillent chez vous pour commettre, n'est-ce pas, des délits en lien avec la corruption ou des pratiques assimilées, vous pouvez ne pas les poursuivre, mais nous allons les poursuivre parce que nous sommes pour cela. Et c'est ce qui a fait avancer les autres, c'est ce qui pourra nous faire avancer le jour que nous le comprendrons. Puisque pour l'instant nous ne le comprenons pas, nous accordons assez de faveurs aux personnes qui viennent investir dans notre pays, ouais. Et après ce n'est pas au bénéfice de la population. Justement, allez-y, Daouda Mohamed Kamara. Oui, chez nous ça nous paraît exceptionnel que les hommes d'affaires interviennent pour accompagner la politique. Chez nous en Guinée par exemple, on voit pratiquement tous les grands hommes d'affaires sont avec le pouvoir.
pour obtenir les marchés que vous voulez, il faut bien investir pour la campagne. On a vu en 2010, il y a eu des opérateurs, des hommes d'affaires qui ont accompagné les candidats. En 2015 également, Alpha Condé a mis en branle des hommes d'affaires guinéens parce que c'est lui qui allait gagner, c'est lui qui était au pouvoir. En 2020 également, on a vu des hommes d'affaires qui ont investi pour accompagner la campagne d'Alpha Condé. Et aujourd'hui, que cette leçon nous soit donnée du côté de la France une nouvelle fois, en France, c'est une règle qu'il faut aujourd'hui respecter. Lorsque vous êtes homme d'affaires, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre moyen pour obtenir d'autres marchés. Mais chez nous, c'est ce qu'il faut pour obtenir les marchés. Et les ministres circulent derrière les hommes d'affaires. Une réunion, par exemple, se tient au ministère des TP, et un homme d'affaires ou un opérateur, son nom est cité là, avant même la levée de la réunion, l'homme est informé et il se dresse contre celui qui a dit son nom, et peut-être dans un mauvais sens. Cela est courant chez nous. Aujourd'hui, Bolloré, qui ne l'a pas vu ici en 2015, qui n'a pas vu les actions de Bolloré en 2015 ici, mais chez nous, ça a été consommé, ça a paru normal chez nous, et ça passe comme ça. Et au Togo, ça a été la même chose, et par d'autres endroits, les chefs d'État travaillent avec ces hommes d'affaires, ils les utilisent chez nous, ils les utilisent en leur faveur, et gare à vous de ne pas céder. Vous comprendrez tout de suite par l'obtention ou des marchés que vous devez avoir. Et aujourd'hui, on a vu avec le patronat, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a 2 ou 3 chez nous, parce que chacun se réclamant d'un côté, il faut être avec le pouvoir pour obtenir les marchés. Donc, obtenir les marchés, c'est aussi réinvestir les bénéfices que vous avez dans les actions politiques de celui qui est au pouvoir. Et cela se passe de commentaires. Que cette nouvelle leçon nous soit donnée, je crois qu'il faut lever le chapeau pour les Français. Mais chez nous, ce n'est quand même pas, ce n'est pas une exception. C'est culturel, c'est naturel, ça se passe comme ça chez nous. Voilà, pas que chez nous, au Togo aussi. Allez-y, je vais parler de l'Afrique. De l'Afrique, voilà, c'est bien dit. Okay. Aujourd'hui, 10 ans après le soutien apporté par Bolloré à Alpha Condé, apparemment les conséquences commencent à se faire sentir avec cette affaire judiciaire. À mon avis, c'est une leçon qu'on nous donne par rapport à ce qu'on dit très souvent, nul n'est au-dessus de la loi. Vincent Bolloré, c'est un milliardaire français, mais qui n'est pas épargné par la justice de son pays. Et chez nous, je ne crois pas qu'un milliardaire en Guinée soit inquiété par la justice, parce que très souvent, il a cette possibilité de l'influencer. Mais si aujourd'hui, on accuse Vincent Bolloré d'avoir agi par des moyens inappropriés pour s'octroyer des marchés en Guinée, notamment celui du port-conteneur, je me dis que nous commençons à aller droit vers le chemin. Vincent Bolloré, la question que je me pose, mais quels sont ces biens en Guinée qui profitent à la population, à part les Blue Zones? Les Blue Zones, certes, ce sont les aires de jeu qui nous permettent de nous divertir, mais à part cela, quels sont les investissements de Vincent Bolloré, à part ce qu'il a fait au port de Conakry, qui nous profitent à tous? Je me dis, il y en a peu. Il y en a peu. Et donc, c'est quelqu'un qui... Je suis ce documentaire sur son empire par rapport à comment Vincent Bolloré arrive dans vos actions lorsqu'il doit être co-actionnaire ou co-partenaire. Il arrive avec de petites actions. Et par après, il devient le tout-puissant. Il vous bouffe carrément. Et quand c'est comme cela, il occupe tout votre champ d'action. Ça s'est fait avec Canal+. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de journalistes se faire expulser de cette chaîne de télévision pour leur ton qui était jugé inapproprié. Je me dis qu'on est en train d'aller vers le droit chemin avec l'affaire Vincent Bolloré. J'attends de savoir ce que va donner son procès en vue au correctionnel. Mais il faut dire clairement qu'en Guinée, il est clair de dire que les relations entre Alpha Condé et Vincent Bolloré ne sont pas très nettes. Ça n'a pas été net parce que les conséquences sont perceptibles. Il s'est octroyé le port de Conakry parce qu'il a soutenu Alpha Condé lors des élections en 2010. Il a aidé à faire sa communication avec Havas. Il y a eu Bye Bye Ebola Show auquel on a assisté ici. Le grand concert, c'était un concert gratuit financé par Vincent Bolloré. Antoine, on va revenir dans un instant. À coups de milliards. Le temps de partir évidemment avec cet élément de nos confrères de TV5 Monde. Fuyant. Sur ces images tournées par le média Blast, Vincent Bolloré sort de la salle d'audience sans un mot. Ce matin, il plaidait coupable pour éviter un procès public,
Mais sa stratégie s'est effondrée. La juge l'a renvoyé en correctionnel. La justice accuse le milliardaire français d'avoir aidé 2 dirigeants africains à accéder au pouvoir ou à s'y maintenir, au Togo et en Guinée. En contrepartie, ces chefs d'État auraient favorisé les intérêts du groupe Bolloré dans leur pays. Du stockage au transport des marchandises, Bolloré Africa Logistique est incontournable en Afrique de l'Ouest. Le groupe gère directement les terminaux à conteneurs de 10 ports de la région, de Conakry à Pointe-Noire en passant par Lomé. Lomé, Vincent Bolloré y est justement en octobre 2014, aux côtés du président Faure Gnassingbé, pour inaugurer la construction d'un 3e quai du port. Lomé est un pays stratégique sur la côte d'Afrique de l'Ouest. Et donc c'est naturel, avec un grand tirant d'eau, c'est naturel qu'on fasse un gros investissement ici. Les contrats d'exploitation de son groupe ont alors été prolongés de 10 à 35 ans, en plus d'avantages fiscaux. Est-ce un remerciement pour service rendu pendant la campagne présidentielle de 2010 ? Le président candidat Faure Gnassingbé est alors contesté. Il cherche à se faire réélire. Une équipe d'Avas, filiale publicitaire du groupe Bolloré, est missionnée pour assurer la communication. La facture de plusieurs centaines de milliers d'euros aurait été en grande partie réglée par le groupe lui-même. Au même moment, en Guinée, scénario identique. Avas vient à la rescousse d'Alpha Condé, candidat à la présidentielle. Quelques mois plus tard, l'entreprise qui gère le port de Conakry est expulsée manu militari par l'armée guinéenne. Dans la foulée, un décret présidentiel attribue la concession au groupe Bolloré. L'affaire devait trouver son épilogue ce vendredi. Après avoir toujours nié les faits, l'homme d'affaires a reconnu être coupable de corruption et d'abus de confiance. Il espérait ainsi éviter le procès en payant des amendes négociées en amont avec le parquet financier. Mais la juge a refusé d'homologuer l'accord. C'est une double première. À la fois, c'est le plaidé coupable, la reconnaissance de culpabilité, et puis le revers, le refus d'homologation, et puis le fait que cet homme, du fait de ses aveux, maintenant a été pris la main dans le sac. Parce que la logique de ceux qui sont poursuivis pour des grands faits de corruption, c'est n'avoue jamais. Jamais. Pour la juge, les faits ont gravement porté atteinte à l'ordre public économique et à la souveraineté du Togo. Le procès aura donc lieu. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Retour en studio, Madame Yor, on vient de regarder cet élément évidemment de TV5 Monde. On a écouté cet élément, les collègues le disaient tout à l'heure, une leçon pour la Guinée, mais ce n'est pas la première, Lamine. Le problème, c'est que ces leçons sont données à des gens qui pensent qu'il faut se remettre en question pour aller de l'avant. Ouais. Mais j'aurais aimé quand même que, puisque pour cet autre mandat, le chef de l'État a donné le temps en disant qu'il faut gouverner autrement, qu'on puisse regarder dans le rétroviseur et se dire qu'il faut partir du bon pied et ne pas faire ce genre de situation. Mais à partir du moment où, vous voyez de l'autre côté, c'est des choses qui rattrapent. Ça a été fait depuis 2010. 10 ans après, du côté de la France, on décide qu'un citoyen français ne peut pas se permettre d'aller faire cela, même de l'autre côté, à l'autre bout du monde. Ça se fait un peu partout dans le monde. Vous allez le comprendre avec, par exemple, souvent, vous le constatez avec des citoyens américains qui font des activités ailleurs, qui ne les déclarent pas. Même quand vous menez des activités où vous gagnez de l'argent, vous ne déclarez pas à l'État américain. Vous êtes passible de poursuites judiciaires. Ça veut dire que c'est une question de volonté politique. La question de lutte contre la corruption, c'est une question de volonté politique. Et le procès va se tenir, par exemple, s'il y a bien entendu, il y aura des amendes qui seront payées, mais à l'État français, bien entendu, pour des cas de corruption qui sont commis en Afrique. Je pense que vous avez vu comment la chose s'est passée. Vincent Bolloré, il a plaidé coupable dans l'espoir de pouvoir négocier pour ne pas que le procès se tienne, mais finalement, la juge a pris la décision, vu la gravité des faits, vu la gravité des faits commis qui ont eu une certaine répercussion sur la vie des populations. Ici en Guinée, au Togo et dans les autres pays qui sont concernés, elle a estimé qu'il fallait que le procès se tienne pour que l'homme d'affaires français puisse payer. Mais la question qu'on se pose justement, c'est la répercussion de la présence de ces gens sur notre sol. Par exemple, quand je prends le cas de la Guinée, c'est des milliards d'euros qui sont payés la mine. Mais quelle répercussion pour la population guinéenne? Vous avez souvent vu les manifestations qui font au niveau du port avec les gens qui y travaillent. Même les conditions de vie, même le niveau de travail. Parce que normalement, ceux qui travaillent là devraient
avoir un respect minimum dans ce qui est fait par rapport aux ressources, aux revenus, aux salaires qui leur sont payés. Mais même à cet endroit-là, les choses ne sont pas suffisamment bien respectées. À plus forte raison, cette répartition de prospérité dont on parle, le peuple de Guinée ne ressent pas beaucoup plus. Justement, ce qui ramène aussi à poser des questions sur Al-Barak. Al-Bayrak, qui est là aujourd'hui. Qui est là. Et avant de parler d'Al-Bayrak, je veux qu'on parle de Bolloré. C'est une autre société. Dans le documentaire, si vous avez suivi dans ce documentaire, il y a l'un des intervenants qui a dit clairement qu'en matière de corruption, il ne faut jamais dire qu'on est coupable. Lorsque vous le dites clairement, même quand on vous prend la main dans le sac, dites que je suis innocent. Le fait d'avoir reconnu qu'il est coupable, ça démontre à suffisance qu'au cours du procès, il n'a aucune chance de s'en sortir. Mais quelle sera la conséquence justement du verdict rendu? Est-ce que Bolloré perdra cette gestion du port de Conakry, le port conteneur? Est-ce que le contrat sera remis en cause? Est-ce qu'il va être annulé? Parce qu'il a été obtenu... Ça n'a rien à voir parce que attendez, le problème, les autres, ils vont juger... Le contrat a été obtenu... Ils vont juger un comportement. Dans des conditions opaques. Ce n'est pas l'État guinéen qui a porté plainte. Est-ce qu'on va remettre en cause le contrat? Ce n'est pas l'État guinéen qui le poursuit. Non, le contrat est guinéen. La Guinée et la société. C'est entre la Guinée et la société. Bolloré a signé le contrat de gestion du port à conteneurs avec la Guinée. Avec l'État si la manière d'obtenir le contrat est remise en cause, je trouverais contradictoire de condamner Vincent Bolloré et maintenir un contrat qui est jugé inapproprié. Et je me dis que ça pourrait porter préjudice à la présence de Vincent Bolloré en Guinée. Et aujourd'hui, on a vu comment Jetma a été jeté dehors. À l'époque, en 2010, on a voulu récompenser Vincent Bolloré pour son soutien apporté à Alpha Condé. La question c'est qu'est-ce que ça a coûté à la Guinée finalement, à part le port de Conakry? Parce qu'on a octroyé à Vincent Bolloré des parts d'action énormes en Guinée. Bien, finalement, Antoine. Qu'est-ce que nous, population, gagnons en fin de compte? Voilà, on va évoluer, Antoine. Allez, vous êtes chez les GG. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Voilà, allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Paul, raison pour laquelle d'ailleurs vous êtes là, on parle de Feggy Foot ce matin, mon cher Paul. On parle de Feggy Foot, on parle KPC qui annonce donc sa candidature. Ouais, on parle de Feggy Foot, on parle du choc des titans qui vont s'affronter dans l'arène pour briguer la présidence de la Fédération guinéenne de football à l'occasion du congrès électif prévu vraisemblablement le 30 avril prochain. Il y avait un flou artistique autour de la candidature du président Kefa la personne KPC. Hier, il a officiellement annoncé donc qu'il serait bien candidat dans la course pour la présidence de la Feggy Foot. Une candidature qui n'a rien de mal parce qu'il est éligible, il est également électeur, je le rappelais dans le Plion de Morning. Ça vient stimuler la concurrence, l'émulation saine dans le football guinéen. Maintenant, il a des ambitions, il a partagé un certain nombre de désaccords avec le président de la Fédération guinéenne de football, avec la Feggy Foot, lorsqu'il gérait la Ligue guinéenne de football professionnel, notamment sur la gestion des licences, sur la gestion également sur la désignation des arbitre sur les différents matchs, et aujourd'hui il estime que quand il va être président de la Fédération guinéenne de football, il pourrait dérouler son programme essentiellement axé sur cinq axes, notamment la formation, la construction des infrastructures, pour ne citer que cela. Il vient quand même avec beaucoup d'ambition face à une équipe dont le mandat a expiré depuis le 28 février dernier, il faut le rappeler. Le premier mandat du président Antonio Soare et de toute son équipe a expiré le 28 février dernier. Une équipe quand même qui a disons un certain nombre d'acquis. Aujourd'hui on a l'indice du football qui a changé. Désormais on a 4 représentants engagés en campagne africaine. On figure dans le top 10 des meilleurs championnats africains. Tout ça, ce sont quand même des performances qu'il faut mettre à l'actif. Des acquis qu'il faut mettre à l'actif de cette nouvelle équipe. Maintenant, le président KPC, dans son discours hier, il est revenu sur les quelques maladresses dont s'est rendu coupable cette équipe dirigeante de la Fédération guinéenne de football, notamment la suspension de l'équipe cadette après la falsification sur fraude sur l'âge, notamment à l'issue de la Coupe d'Afrique de sa catégorie du côté de la Tanzanie. Oui. Il y a cette mésaventure du côté de l'Égypte. Donc il a quand même, disons, été un tout petit peu satirique à l'endroit de cette équipe, mais c'est de bonne guerre. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le
président KPC, le président Antonio, c'est vrai que dans un premier temps, il y avait eu une tentative de réconciliation. Le président Bouba Sampil a essayé de clarifier cette tentative de réconciliation, ce terrain d'entente qui... de normalisation des rapports, on va dire comme ça. Des rapports qu'on avait voulu trouver. Oui. C'était pas autour de la candidature, mais plutôt autour de la gestion du stade de Koléa. Vous savez, la fondation KPC pour l'humanitaire a donné 3 terrains synthétiques à la Ligue guinéenne de football professionnel, notamment le stade de Kindia, le stade Labé et celui de Koléa. Mais patatras, derrière, on a vu que les travaux ont commencé du côté de Koléa sur instruction du président Antonio Soiré. Donc il était question de trouver un endroit neutre. On a trouvé un complexe sur la place où on a discuté, on a essayé de tabler sur la situation. Finalement, un terrain d'entente a été trouvé, mais ce n'était pas autour de la candidature de KPC. Parce qu'il a toujours dit que ce n'est pas exclu et qu'au moment venu, il allait officialiser. Et hier, il a officialisé. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois qu'il pose un acte, derrière, il y a une réaction. Dans un premier temps, il a annoncé l'opérationnalisation du stade Petit Sori, d'une capacité de 12 000 places qui va être inauguré dans les prochains mois. Oui. Après, derrière, on nous a annoncé l'homologation du stade de Nongo. Il a annoncé l'opérationnalisation de son centre de Rorira. Après, derrière, on nous a annoncé l'ouverture du centre sportif Yorokogia. Et hier, il annonce sa candidature pour la présidence de la FEGIFOOT. Et hier soir, il y a un camion qui atterrit au stade annexe du 28 septembre pour disposer du gazon synthétique. On aurait dit qu'on est dans l'action et la réaction. Et dans la réaction, comme pour dire que la campagne de séduction est bien lancée. Mais bien sûr, la campagne de séduction. Ça te donne quoi tout ça, mon cher Ahmed? Mais moi, pour le capitaliste libéral que je suis, c'est un plaisir de voir ce choc des titans. Il faut savoir, non, mais c'est moi, mes babines sans salive d'avance. Bah ouais, parce qu'il va y avoir tous les coups retors possibles. T'adores le sang, toi. Ah, mais j'adore l'odeur du sang. Surtout, non, mais là, je suis excité. La grinta. La grinta, voilà. Tu vois, le sport, c'est ça, c'est la compétition. Et c'est le meilleur qui va l'emporter. Et entre KPC et Antonio Soares, il faut dire quand même qu'il y a du lourd en face. Donc ça va être énorme. Moi, je vais suivre ça avec passion. On va le relayer ici. Mais finalement, il faut que les Guinéens se disent que, 1, c'est le sport guinéen qui gagne. 2, c'est la Guinée qui gagne. Et puis la jeunesse guinéenne doit prendre exemple là-dessus. Ce sont 2 titans qui ont réussi, chacun dans leur domaine. Ils ont un parcours extraordinaire. Et ces 2-là vont s'affronter pour le bien et pour l'évolution du football dans ce pays. Parce que, on le redira jamais assez, le sport est la vitrine d'un pays. On le dit. Donc c'est une très bonne chose. Je m'en lèche les babines d'avance. Et j'espère qu'il va y avoir plein de coups bas et des coups de retors. Ben écoute, ça ne va pas manquer. Les ingrédients sont réunis de ce côté. C'est pas Paul qui va me dire le contraire. Il y en aura, la mine. Il y en aura. Parce qu'avoir des 2 côtés, c'est juste extraordinaire. Il y en aura. Il y a des menteurs, il y a des faux, il y a tout. Tous les ingrédients réunis. Il y a des roublards. Il y a tout ça. Tous les ingrédients sont réunis pour faire commander. Je sais que tu es Marseillais, une bonne bouillabaisse. Eh ben oui, c'est bien dit, mon cher ami. Paul, tu nous amènes le scalp du perdant, s'il te plaît. Ça vous inspire quoi tout ça, Madame Hiro? Ça m'inspire. J'espère qu'il y aura du fair play. Oui, c'est surtout ça. Surtout du fair play. Je sais qu'il y aura des coups bas. Vous savez, dans toute compétition, qu'elle soit politique, en tout cas pour conquérir un trône, parce que c'est un trône. On est en train de se battre pour un trône. Mais quand j'ai vu la photo de KPC candidat, j'ai dit tiens, je ne m'attendais pas à cela parce que Antonio, il a fait juste un mandat. Je m'attendais à ce qu'il continue et que par la suite peut-être qu'il y ait d'autres concurrents. Je me pose quand même des questions sur les dessous de cette affaire. Qu'est-ce qui se trame réellement? Qu'est-ce qui a amené KPC? Parce que je sais qu'il y a eu des tractations pour ne pas qu'il se présente. Évidemment. Mais pourquoi a-t-il tenu à le faire? J'attends de voir l'issue pour comprendre, parce que il faut dire que quand même que c'est 2 personnes qui investissent dans le monde du football. Les grandes gueules. Paul vient de rappeler quelques acquis quand même qui ont été réussis par l'équipe d'Antonio Soares. Mais récemment, on a vu quand même KPC sur le terrain avec des infrastructures notamment qu'il commence à réaliser du côté de l'AB, notamment avec le stade. Ça veut dire que le terrain était en train de... Il a déjà commencé à préparer le terrain. Cette candidature était attendue. Il y a eu le suspense jusqu'au bout du bout. Et finalement, on l'a vu hier. On attend de voir la suite. Justement, on attend de voir la suite. Allez, pour clore. Pour clore, hier, on était tous à cette conférence de presse de KPC, au cours de laquelle il a annoncé sa candidature. Maintenant, il s'est fait entourer, encore une fois, moi,
je ne veux pas tous les frapper du même fouet, mais les membres statutaires, les 65 membres statutaires de la mine, bien des fois, quand il s'agit des élections, ils ne votent pas par conviction, ils ne votent pas non plus pour la qualité de projet. C'est un choix mercantile, c'est un choix... Évidemment. Justement, c'est un choix mercantile. La voix est donnée aux plus offrants, c'est ce que je disais le matin. Maintenant, on a vu hier, moi j'ai vu des visages là-bas qui sont avec Antonio la nuit, le soir ils sont avec KPC, d'autres qui font dans du chantage pour trouver peut-être des moyens pour faire voyager leur équipe. Mais on a vu d'autres. Oh oui, attends, on a vu d'autres. On va couler. Justement. C'est la nature humaine. Justement. Maintenant, c'est à KPC de faire très attention avec son entourage parce qu'il y avait dans son équipe hier autour de lui des gens qui n'étaient pas vraiment des modèles de gestion, ceux qui avaient voulu expressément traverser, voire même détourner l'initiative exclusive de la fondation KPC autour du terrain de Nongo, du terrain de Kindia, donner d'autres interprétations à cela. On a vu toutes ces personnes là-bas autour de lui. Attention, parce que cela risque gros de plomber surtout sa candidature. Là. Justement, merci beaucoup Paul. Voilà, Moussa Moïse nous rejoint dans un instant. Et il faut le dire, ça arrive à un moment quand même, une fédération qui est secouée, entre autres, par des crises. On le sait, Amadou Diaby qui est de retour. Super V, on l'a reçu dans cette émission, qui n'était pas du tout content, mais ça partait dans tous les sens. On se dit, c'est une élection assez difficile quand même. Oui, mais je crois que tout ce que nous avons vu jusqu'ici, c'est la même chose. L'arrivée de Super V à la place d'Aboubacar Bruno Bangoura, il y a eu des tractations, il y a eu toujours des gens qui ont aidé Super V à évincer, n'est-ce pas, Bruno. Il y a eu également les mêmes personnes, parfois c'est les mêmes personnes qui ont aidé Antonio Souaré à évincer Super V. Je ne sais pas ce qui va se passer à cette élection. Moi, la candidature de KPC d'Antonio Souaré, j'évalue sur deux aspects. Il y a le côté positif et il y a le côté, à ma foi, négatif et puis incompréhensif. Le côté positif, c'est qu'ils ont de l'argent et ils investissent, ça c'est visible. Chacun essaie de faire quelque chose pour prouver qu'il a vraiment envie de développer le football guinéen. Et là, c'est cette concurrence-là qui est en cours. Vous avez raison, c'est vraiment au bénéfice du football et de la jeunesse guinéenne. Moi, je voudrais qu'ils continuent comme ça à mettre des gazons synthétiques sur l'ensemble des pelouses vides de l'intérieur du pays, juste pour montrer celui qui est vraiment fort. Mais le problème, c'est que finalement, on a l'impression que la fédération aujourd'hui, ce n'est plus une association. Ce sont des propriétés, c'est devenu une propriété de quelqu'un, en tout cas celui qui est à la tête. Et Antonio Souaré, on avait ce sentiment-là, la fédération, c'était lui. C'est lui qui met de l'argent. Il n'y a pas une lisibilité sur les contributions qui proviennent, n'est-ce pas, des autres membres statutaires de la Fédération guinéenne de football. Tous ceux qui sont là dépendent de lui et répondent de lui directement parce que c'est lui qui a donné l'argent. C'est lui qui donne l'argent pour tout et peut-être même qu'il a utilisé la même fortune pour avoir leur voix et donc ils ne sont pas là comme si vous voulez des personnes qui discutent à part égale avec l'autre membre aussi de cette association, alors qu'une association, on aurait aimé que les gens soient quand même à égalité. C'est vrai, ils ont la chance d'avoir ils ont la fortune qu'il faut pour drainer les autres foules. La tendance avec KPC, c'est effectivement la même chose. Si KPC arrivait aujourd'hui, évidemment, on aura certainement la même tendance, c'est-à-dire une même fédération qui va essentiellement dépendre de son président parce que c'est le président qui donne de l'argent, les autres ne contribuent pas. Mais je me dis que ce n'est peut-être pas guinéen, ce dont je suis en train de parler. C'est une tendance continentale. Quand j'ai appris hier avec ce qui va se passer... Même mondial, on a envie de dire, parce que le football, quand même, c'est un milieu très sale. Ce qui va se passer au niveau de la CAF, on dit, on va trouver du consensus pour que Motsepe de l'Afrique du Sud prenne la tête parce qu'il est milliardaire, les autres se rétractent justement pour lui donner, n'est-ce pas, de la voix. Ça fait que le jour où les nantis n'auront plus la possibilité de mettre de l'argent dans le football, dans les fédérations, les fédérations s'arrêtent parce qu'il n'y a pas de lisibilité sur les sources de financement de ces fédérations. Moi, j'aurais aimé quand même, parce que c'est ce qui va manquer justement à cette compétition,
nous n'aurons pas un débat de programme, un débat de qualité sur les propositions que chacun veut faire pour développer le football. C'est comme Paul l'a dit, celui qui donnera plus de francs, qui va, n'est-ce pas, prendre la tête de la FEGIFOOT. Merci beaucoup. Allez-y, Antoine. Voilà, ça vous inspire quoi exactement? Un débat, il y en aura forcément, parce que notre plateau est bien indiqué pour un face-à-face KPC et Antonio Soirée, pourquoi pas. Mais de l'autre côté, quand Jacques dit que la fédération n'est pas une association véritablement, la question que je me pose, c'est en quelle année elle a été une association? Parce qu'avant Antonio, il y a eu d'autres présidents de fédération et qui n'ont pas été à la hauteur, il faut le dire clairement. Moi, j'ai envie qu'on fasse un peu le bilan d'il y a 4 ans du football guinéen et aujourd'hui. On va constater qu'il y a eu tout de même des changements positifs. Il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu'en 4 années, le football guinéen a connu des changements qualitatifs. Il y a tout de même des acquis à mettre à l'actif d'Antonio Soirée depuis son arrivée à la tête de cette fédération-là. Donc je me dis, aujourd'hui, après 4 années de gestion du football guinéen, Antonio se prépare peut-être pour un deuxième mandat, ce qui va se faire certainement. Il l'a dit dans ton émission, entre nous. Son bilan, il a exposé récemment les grandes gueules par rapport à quelques acquis liés, par exemple, à la détection de jeunes footballeurs qu'on a récupérés dans la plupart des régions du pays ou des préfectures, qui sont aujourd'hui internés au niveau du centre technique de Nongo, qui suivent et l'école et le football, des enfants de moins de 10 ans et même de 15 ans, qui aujourd'hui sont internés, qui demain seront des pépinières pour l'équipe nationale. Et récemment, cela s'est avéré avec le CHAN, où on a vu une prestation mais authentique, mais de qualité du Syrie de Guinée. C'est parce qu'il y a eu un travail à la base qui a donné ce résultat. De l'autre côté, parlant de la candidature de KPC, je me dis que ça donne de l'engouement à cette élection. KPC qui au départ n'était pas évident qu'il soit candidat. Madame Nyoro l'a dit, la grande question c'est qu'est-ce qui a pesé dans la balance? C'est quoi les dessous de cette candidature? Parce que KPC donne le ton en allant donner des gazons synthétiques à l'Abbé, Kindia et dans d'autres villes pour montrer sa bonne foi pour le football. Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait quand il était président de la Ligue? Parce qu'à ce niveau, ça aurait été plus objectif, parce que c'était le mandat, la promesse faite à l'époque par KPC, c'était que nous dotions la Guinée et les terrains qui ne sont pas dotés de gazon de ces pelouses-là, mais il ne l'a pas fait. Les grandes gueules. Après, quand il a démissionné, c'est à la veille des élections à la FEGIFOOT qui donne des gazons synthétiques au terrain. C'est bien pour les footballeurs guinéens, mais la grosse question, c'est pourquoi est-ce qu'il le fait maintenant? Mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure, que ce soit à la Ligue ou à la Fédération, c'est les gens qui ont de l'argent qui financent. Il n'y a pas de contribution. Il n'y a pas de contribution. Vous voulez quoi? Il n'y a pas de conviction. Mais c'est de cette conviction-là je parle. C'est de cette conviction-là je parle. Je ne suis pas en train de dire que, bon, Antonio n'a rien fait. J'ai commencé par dire pour les deux... C'est le langage que j'entends. Non. Beaucoup disent qu'est-ce qu'il a fait les deux, que ce soit Antonio ou KPC, ils ont mis de l'argent dans le football guinéen. Mais le problème, c'est qu'ils écrasent les autres et finalement, et bien entendu, tout se résume à eux. Tu vois, c'est comme sur ce plateau, il y a de la testostérone dans l'air. C'est ça qui est génial. Mais je vais dire une chose. Je vais vous dire une chose. La Guinée, l'Afrique en général, la Guinée en particulier, on a 30 à 40 ans de retard sur le sport business. Il faut savoir que dans le basket aux États-Unis, ça a commencé par Abou Jamal. En Europe, ça a commencé avec quelqu'un qui s'appelle Jerry Maguire qui a vraiment institutionnalisé le tennis avec Björn Borg. Ensuite, le foot, c'est venu avec Pelé, Maradona. Et voilà, c'est ça. Le sport est lié aujourd'hui au business, quoi qu'il arrive. Il faut que le foot guinéen génère de l'argent. Et c'est comme ça, justement, qu'on va en finir avec ces présidents tout-puissants qui distillent de l'argent. Ce que tu dénonces, tu as raison de le faire. Mais si le sport guinéen générait de l'argent, générait des recettes publicitaires, on n'en serait pas là. Et c'est pour ce faire que c'est une excellente chose que ces deux titans s'affrontent, parce que justement on va moderniser le sport. Ils vont se blesser. Ils vont se blesser mal. Allez-y, mon cher. Tas de questions, évidemment. Jacques qui posait la question, mais qu'est-ce qui a pesé finalement à la fin du compte dans la balance pour la candidature? Qu'est-ce qui a motivé la candidature de KPC? On apprend des indiscrétions qui s'étaient rétractées. Il y avait eu de la médiation, tout ça, pour lui dire de laisser Antonio finir ses deux mandats à la tête de la
la Fédération guinéenne de football parce qu'il visait également, disons, la Confédération africaine de football. Mais patatras, il a reconsidéré sa position, il est revenu dans la danse et il a annoncé sa candidature. On apprend qu'il aurait été poussé par, justement, par des politiques, tout ça, de venir parce qu'on estime à tort raison que M. Antonio Soare caporaliserait tout dans le monde du football, par exemple avec l'ancienne équipe du Kokan, président de la Ligue guinéenne de football professionnel, propriétaire du Orea, président du Kokan, tout ça. Donc on estimerait que c'était de trop, assez de charges pour lui et qu'il serait dispersé dans ses efforts. Donc pourquoi ne pas préparer un autre challenger contre lui. Donc maintenant que KPC soit venu, encore une fois, ce n'est pas KPC soit venu, ce n'est pas un mal en soi, c'est bien son droit. Il est électeur, il est éligible et c'est un stimulus pour la concurrence, dans notre football. Moi j'aimerais bien poser une question à Paul qui est notre spécialiste maison aujourd'hui. Tout à l'heure vous parliez des acquis notamment de l'actuelle équipe, notamment présidée par Antonio Soare. Quelles peuvent être les chances de KPC de l'emporter par rapport devant Antonio Soare aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il l'emporte? Je pense que c'est possible qu'il l'emporte, mais encore une fois, le dernier mot revient aux membres statutaires. Les 65 votants, c'est membres statutaires. Maintenant, c'est à KPC de surfer sur ses leviers, sur ses acquis, notamment la construction des infrastructures, des terrains synthétiques aujourd'hui qu'il est en train de construire, de mettre à la disposition de la Ligue guinéenne de football professionnel pour qualifier le championnat national. Et le stade de Nongo, le stade de Petit Sori, par exemple, de Nongo, ce sont des acquis. Maintenant, c'est à lui de savoir convaincre et séduire ses membres statutaires. Mais encore une fois, ces membres statutaires, ils sont insaisissables et ils sont bien souvent imprévisibles. Voilà. Là, c'est à lui de savoir... Allez-y, Antoine. Savoir les convaincre. Parlons de politique lorsque Paul fait mention de ce qui a bien pu motiver la candidature de KPC. Les grandes gueules. N'oubliez pas qu'il y a la CAN 2025 qui arrive. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts qui va commencer? KPC, qui est propriétaire d'entreprise de BTP, qui forcément voudra être contractuel par rapport au stade qu'on va construire, tout ça. Non, mais ça, supposons que KPC soit président de la FEGIFOOT. Je me demande comment est-ce que le président de la FEGIFOOT pourra accepter que son entreprise de BTP ne soit pas candidat. Ce sont des hommes d'affaires. Non, c'est ce que j'ai dit. Mais ce sont des hommes d'affaires. Antonio Soare est homme d'affaires aussi. Il y a un conflit d'intérêt. Non, mais attends, je comprends pas ta question là. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Non, mais pourquoi tu veux faire... Attends, pourquoi tu veux faire... Non, mais ça c'est l'esprit forestier. Pas du tout. Il fait un procès d'intention. Non, attends. C'est l'esprit forestier. Tu fais... Non, mais mon petit Antoine, tu fais... Non, mais il ne fait pas de déduction. Non, je ne peux pas te laisser finir. Tu fais un procès d'intention. Je déduis. Excuse-moi. Je déduis que KPC, président de la Fédération de football, je me dis que c'est pour la CAN 2025. Forcément, à la tête de la fédération. Pas forcément, Antoine. On va s'écouter. Allez-y. J'adore cette émission. Hey, tu fais un procès d'intention à quelqu'un qui n'a... Il y a plus que ça même. Même plus que ça. Voilà. Merci Lamine. Pour une fois qu'on est d'accord, merci. Il fait plus que ça. Mais c'est quand même ahurissant. Laisse le garçon se présenter. Il y a un conflit d'intérêt, mais c'est dans tous les sens. Mais dans tous les sens du terme. On est bien d'accord. Et je sais de quel côté je regarde. Bien. Bref, merci de m'avoir tendu la perche. Bref, et tu sais quoi, qu'il se fight, qu'il y ait du sang, et Paul, ramène-nous le scalp du vaincu. Point final. Allez, vous êtes chez les GG. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Il vient en retard, comme je ne sais pas si le professeur va accepter de le recevoir. Non, mais je crois qu'il a des passages. C'est bien dit. Allez, on va rester dans le sillage dans un instant avant d'en venir évidemment avec cet autre sujet parce qu'on parle de l'interdiction des véhicules. Est-ce que Moussa Moïse va nous rejoindre? Voilà. Qu'est-ce qu'il on parlait de l'élévation en grade des oui, c'est bien cela. Évidemment, voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, mon cher Antoine? C'est une surprise pour moi, surtout que la décision vient de Damantan Albert Camara, qui tout de même
Et aux yeux de la plupart des observateurs, et pour ce qu'il fait depuis sa nomination aux différents postes, beaucoup pensent que c'est quelqu'un de lucide, qui sait mûrir les réflexions avant toute décision. Mais pour ce cas-ci, je suis très surpris d'apprendre que Damantin Albert a commis des erreurs, a commis même une faute dans l'élévation en grade de ces policiers qu'on veut rétrograder. Je me dis que c'est une faute professionnelle qu'il doit falloir revoir. Je me demande quelle sera la réaction des policiers concernés, parce qu'on ne peut pas prendre une telle décision sans pour autant contacter les chefs hiérarchiques concernés. Je me dis que pour une telle mesure, forcément Bafoué a été consulté. Forcément les chefs services au niveau de ces différents policiers ont été consultés pour au moins savoir si ces policiers qui ont été élevés en grade méritaient de l'être. Mais on ne peut pas prendre de telles mesures en sautant des étapes et revenir en arrière avec une ordre de service, demander à ce que les policiers qui ont été élevés en grade ne considèrent pas cette mesure, mais que les mesures soient revues. Je me dis que ça aurait pu être autrement. Sinon, le ministre passera comme... il va paraître aux yeux de certains comme insérieux, si on peut employer le terme ainsi, parce que pour moi... j'attends encore de comprendre si réellement cette mesure est de Damantin et comprendre ce qu'il a animé avant de la prendre. Voilà, donc c'est un peu de cela que je parlais, et j'espère que dans les jours à venir on va comprendre. Je vois bien sa signature. Il n'y a pas de si, au fait. Je vois sa signature sur le document. Exactement. Il est authentique, c'est une photocopie, il est authentique. Moi, je veux juste... Sincèrement, ça me surprend. On va laisser Moussa continuer. Je veux juste donner un conseil. Vous savez, mon vieux, c'était un policier. Père son âme, il est décédé. Donc, je n'ai absolument rien contre l'institution. Je trouve que ce sont les patrons de la ville. Mais à l'allure où vont les choses, si on y prend garde, on va finir par lui enlever le prestige. On va lui enlever le prestige qu'elle a, cette institution. Les grades, les avancements, de par ma petite connaissance je sais pas moi, de profane, je sais que les avancements doivent quand même être conformes à des formations que vous faites. Au niveau, en tout cas, c'est l'exemple que j'ai pu voir au niveau de la gendarmerie, où vous avez des formations que vous devez appliquer à Conakry ou à l'étranger. En tout cas, vous devez passer des tests à l'issue desquels vous pouvez passer en grade supérieur. Bien. C'est-à-dire à chaque grade supérieur, à chaque avancement, on estime, on imagine que vous avez franchi une étape en termes de formation, en termes de tests pratiques ou autres tests. Bien, Moussa. Mais chez nous, on ne peut pas continuer à le faire de la sorte. Je trouve que cette mesure du ministre Damantin, c'est déjà un acte courageux. Quelqu'un d'autre à sa place aurait laissé passer. Parce que c'est la police. Il aurait laissé passer. C'est un décret là. Hein. Est-ce qu'il y a un arrêté? Parce que l'autre. Non, c'est différent. Le décret comporte des erreurs. C'est ce qui n'est pas dit. Le décret comporte des erreurs monumentales. Et lui, en tant que ministre de la Sécurité, il dit ces erreurs-là, on va les corriger. Je pense que c'est un acte courageux. Merci beaucoup, Moussa Moïse. Allez-y, Mafoudia. Alors, c'est vrai que pour cette situation, il est déjà important de savoir, je suis totalement d'accord, juridiquement parlant, est-ce qu'on peut revenir sur la décision? Quelles sont les possibilités? Justement. Parce qu'en même temps, on peut comprendre ces policiers qui ne voudront pas changer de grade, parce qu'évidemment, on sait que quand ces policiers augmentent en grade, c'est l'effervescence dans les familles, on ne s'en cache pas. C'est comme quand on obtient quelque chose de plus. Donc évidemment, ils s'en réjouissent. Mais après, quand on sait que l'augmentation en grade tient compte de certaines réalités, par exemple pour certaines fonctions, on suppose que vous avez l'expérience, on suppose que vous êtes passé par le temps ou par les étapes qu'il faut pour être là, et voir des gens circuiter comme ça, court-circuiter, merci. Court-circuiter comme ça, atterrir au niveau auquel il ne mérite pas. Je pense que c'est très dangereux d'ailleurs pour le pays, parce que après, si on a à certains postes de responsabilité des gens qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas le niveau nécessaire, forcément, ça aura un impact sur leurs décisions, donc directement sur la population qui aura à subir les décisions et autres.
juridiquement, je ne sais pas ce qui s'offre, mais ce serait important de se pencher davantage là-dessus pour pouvoir refaire, si c'est à refaire, la note déjà, moi je salue, c'est une bonne décision parce qu'on sait que souvent pour ne pas frustrer les uns ou les autres, on préfère se contenter, mais déjà voir quelle solution on peut apporter à ça parce qu'on ne va pas laisser passer, pas parce qu'on n'a pas pitié je parle des autorités locales, bien sûr, au niveau de la police, pas parce qu'ils n'ont pas pitié des policiers, mais parce que l'État a besoin, la Guinée a besoin d'avoir des administrateurs qui méritent d'être à leur fonction. Voilà, Mafoudia Bangoura, très belle analyse. Allez-y, Jacques Liwalino. Moi, je pense que, en revanche, que ce n'était pas une note de service qu'on devrait avoir. Le ministre, s'il est courageux, il doit se battre pour rapporter le décret. C'est ce qu'il doit faire. Parce que dire aux policiers, bon, si vous êtes passé en grade supérieur, ne considérez pas ce grade, revenez en arrière. Ça, c'est quand même, c'est un jeu, ça. Vous dites à quelqu'un qui a été élevé à un grade supérieur par décret, à travers une simple note de service, non, vous pouvez revenir en arrière. On sait que juridiquement, ce n'est pas possible. Donc, ce qui peut être fait. La faute à qui? Il n'y a pas de chance? Non, ce qui va être fait, et je pense que c'est comme ça, ça doit marcher, sauf bien entendu si on décide de fonctionner comme on a l'habitude de le constater ces derniers temps, c'est-à-dire on prend un décret, le décret est là, mais il y a un arrêté qui vient interdire, qui vient changer la donne. On en a vu avec certains services, le COCAN par exemple, mais ce qui est normal et qui peut être juste, c'est lui qui a envoyé le décret au président de la République. C'est le ministre qui prépare le décret. Il l'envoie au président de la République. Il n'a qu'à aller voir son vieux, il lui dit, bon, ce que j'ai amené là, ce n'est pas correct. Donc, il faut rapporter le décret. C'est ce qui doit être fait. Et si le décret est rapporté, on n'aura plus qu'à informer. Les autres, ils seront informés à travers ce décret. Ils vont, n'est-ce pas, reconsidérer, n'est-ce pas, leur position. Maintenant, on peut dire qu'il a été trompé parce qu'il n'est pas policier, il est ministre, donc c'est une fonction politique. Les propositions sont faites par les directions centrales. Donc il y a c'est à ce niveau on a certainement commis l'erreur. Et lui, il n'a pas pris le soin de identifier si c'est fait exprès ou pas. Ça peut être fait exprès. C'est quand même ça peut être fait exprès. Vous savez que lui, il est lieutenant. Comment vous pouvez mettre son nom sur la liste d'un capitaine, d'un inspecteur général? Ça peut être fait exprès. Non, il faut une enquête. Non. Il faut mener une enquête parce qu'il y a aussi une réalité au niveau de la police. Il y avait déjà des plaintes. À chaque fois qu'il y a eu avancement en grade au niveau des services militaires et puis paramilitaires, la police a toujours été oubliée. Donc il y a certains agents qui étaient là, qui avaient longtemps attendu. Peut-être que pour les favoriser, on a dû prendre une décision illégale pour les faire bénéficier de 2 grades au même moment. Je dis encore une fois, le ministre n'a qu'à aller voir le président rapporte le décret. Voilà, c'est bien dit. Ahmed Kourouma nous a rejoint, Daouda Mohamed. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Toutes mes excuses pour ce retard. Mais écoute, c'est l'autre là-bas, là, il m'a contaminé. Voilà, c'est bien cela, Moussa Moussi, là. J'ai pas dormi de la nuit, bon bref. Voilà. Juste pour rentrer dans le débat, je suis désolé pour une fois qu'on a un ministre de l'Intérieur extrêmement compétent, à la place qu'il faut, et que ce ministre de l'Intérieur reconnaît qu'il y a des vices de forme, parce qu'on appelle ça des vices de forme, dans la procédure enclenchée au niveau des avancements en grade. Je pense qu'il faut qu'on s'en réjouisse. Je veux dire, les services de sécurité, on n'a pas à se réjouir. Qu'est-ce que tu racontes, non, mais justement, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, ne m'énerve pas. Mais c'est tout comme ne m'énerve pas. Laisse-moi juste finir. Vas-y. J'ai de mauvaise humeur, ne m'énerve pas. Vas-y. Merci. Voilà. Donc, on a quand même un ministre qui est transparent. Les services de sécurité ont l'habitude de faire les choses dans l'ombre. Comment est-ce possible ces erreurs-là? Mais qu'elle soit possible ou pas, là n'est pas la question. La question, c'est qu'elle sorte au grand jour et que le ministre en assume les conséquences. C'est ça le plus important. Enfin, c'est vrai, il faut savoir ce qu'on veut dans ce pays. On a un ministre qui dit, il y a des erreurs dans un décret ou je ne sais où. Soyons transparents. On va revenir à certaines choses, il va voir son patron, il reconnaît que ses services ont commis des erreurs, et on est là tous à lui tomber dessus en disant c'est pas normal, la procédure, patati patata. Je suis désolé, on a un ministre compétent. Non, écoutez, on a un ministre compétent. Il y a des vices de forme. On ne remet pas sa compétence en cause. On ne remet pas sa compétence en cause. C'est ce qu'Antoine et toi venez de faire. Non, mais bien entendu, il y a des erreurs. Il y a des erreurs. L'erreur, d'abord, l'erreur, comme dit, qui a la responsabilité de cette erreur qui a été commise? Et ensuite, je vous dis qu'on a un ministre qui reconnaît ses erreurs. Voilà.
Il a reconnu, maintenant, ce n'est pas suffisant de reconnaître. Il faut rapporter le décret. Il faut rapporter le décret. Allez-y, Daouda Mohamed. Je n'ai pas remis en cause les compétences du ministre. Au contraire, j'ai dit qu'on reconnaît tous qu'il est compétent dans tout le domaine où il a été. Mais pour cette fois-ci, on se pose des questions sur ce qui a bien pu se passer. Allez, Antoine, tu n'as pas besoin de te justifier quand même. Non, c'est important que je le lui dise. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh bien, allez-y. Antoine. Je crois qu'il se justifie. Wow. Il se justifie trop. Voilà, comprenons-le comme ça. Voilà. Moi, je crois que sur ce dossier, j'en ai parlé ici dans une de nos émissions. J'ai dit qu'il y a problème. Le problème, il était au départ. Oui. Parce qu'il y a eu du favoritisme à des endroits. Les commissaires centraux ou des chefs d'unité par endroit ont eu à cocher, parce qu'il y a eu des listes globales qui ont été fournies, mais pour privilégier certains agents, il y a eu des listes sur lesquelles on a coché des noms, comme pour dire que ce sont des noms qui doivent être définitivement transmis pour le décret. Donc, est-ce que le ministre a-t-il eu le temps de savoir que celui dont le nom est arrivé, il était lieutenant et qu'on veuille aujourd'hui qu'il soit commandant? Est-ce qu'il a eu le temps de vérifier toute la magouille qui a caractérisé, il faut le dire, la liste qui est arrivée définitivement pour le décret? Ce sont des questions aujourd'hui qu'il faille se poser. La dernière fois, je le disais, je dis, il y a des listes sur lesquelles où il y a eu des privilèges pour certains de la compagnie d'intervention, des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, les CMS, qui ont été favorisés sur certaines listes, et d'autres pour ceux qui sont plus proches de la liste finale, qui ont aussi favorisé leurs hommes. Donc aujourd'hui, dire que le ministre prenne une note circulaire moi je pense que ce n'est que de forme pour alerter, mais la note circulaire ne peut pas venir abroger le décret. Donc si la note circulaire est sortie aujourd'hui, il faut pousser plus loin pour aller encore vers le président. Et là, en le faisant, il faut déjà travailler dans le fond pour savoir qui. Et puis, il faut travailler déjà dans le fond pour dire qui a quitté le lieutenant pour se retrouver commandant, qui a quitté commandant pour se retrouver, ou qui a quitté capitaine pour se retrouver tel. Il faut que le travail soit un travail de fond pour aller vers l'abrogation de ce décret aujourd'hui, pour un nouveau décret. Mais pour l'instant, on ne peut pas aller dans la précipitation. Il faut alerter les concernés pour que chacun se retrouve dans les prédispositions au cas où le décret il est pris, qu'on ne soit pas surpris. Voilà, merci beaucoup Daouda. Allez, pour clore, en 30 secondes s'il te plaît. En 30 secondes pour clore, moi je trouve qu'on polémique pour rien dans ce pays. La note, elle est claire. Enfin, il m'a été donné de constater, suite à la publication des différents actes d'avancement en grade de personnel de la police nationale et de la protection civile, que quelques anomalies et erreurs ont été enregistrées lors des travaux de proposition. Enfin, cette note, elle est claire. Il dit à ses services, nous avons enregistré ou constaté des erreurs dans les grades, dans les avancements. Veuillez, s'il vous plaît, 1, les corriger. 2, on va y remédier. C'est simple. Il n'y a pas lieu, honnêtement, il n'y a pas lieu à communiquer, à polémiquer là-dessus. Qu'est-ce qu'un policier peut faire d'un décret? Qu'est-ce qu'un policier peut faire d'un décret? Policier, là. Attends, vous êtes bouché ce matin. Mais qu'il soit directeur, qu'il soit commissaire, il ne peut pas. Qui fait une note un de ministre service ne peut, à sa direction. Un ministre ne peut rien contre un décret. Il ne peut rien contre un décret. C'est seul le président peut rapporter. Il n'a qu'à aller voir le président. Est-ce que tu as lu? Mais on a bien lu ça ici. Il a été constaté on a bien lu. On a bien lu. Si le ministre... Ce qu'on essaye de vous dire, nous ne polémiquons pas. Nous disons au ministre, au lieu de venir informer aux bénéficiaires des décrets illégaux, il n'a qu'à aller voir. Il n'a qu'à aller voir le président. Le président rapporte son décret et puis c'est tout. Jacques, relis s'il te plaît. Il n'a pas informé les bénéficiaires. Il a informé ses services. Bien. Sa direction. Ça n'a rien à voir. Allez, relisez le décret, la note de service. L'émission continue sur Radio Espace. Bougeons-nous. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.